et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est le deuxième de la série de webinaires que nous organisons cette semaine avec nos différents partenaires. On va se concentrer dans ce webinaire sur la problématique des plus précaires face au Covid, en particulier les jeunes, pour essayer de voir un petit peu comment ils ont été impactés par la crise. On sait que malheureusement, les publics les plus précaires, les jeunes, n'ont pas une évolution très favorable de leur situation depuis quelques années déjà, quand on regarde l'évolution des tendances. Et donc, on va essayer de se pencher un petit peu avec nos différents intervenants sur les conséquences qu'on peut déjà observer de la crise Covid sur ces ménages-là, qui, encore une fois, n'ont pas attendu la crise pour être en difficulté. Avant d'attaquer, vous rappelez juste quelques petites règles du jeu liées au distanciel. Vous avez en bas de votre écran un petit onglet où il y a marqué Q et R pour questions et réponses. On vous recommande fortement de taper vos éventuelles questions ou souhaites prise de parole dans ce petit outil qui nous permettra du coup de relayer vos questions aux animateurs ou d'y répondre en direct et que ces questions et réponses soient visibles pour tout le monde. Donc, privilégiez plutôt l'outil Q et R, questions et réponses, que l'outil converser, le chat. Voilà, comme d'habitude, on coupe son micro quand on n'intervient pas. S'il vous manque des informations sur le reste du séminaire, vous pouvez aller sur notre site internet Un Toit pour tous. Et je vais passer à la présentation des intervenants. Je ne me suis pas présenté moi-même, c'est une petite erreur. Donc, Arthur L'Huissier, directeur d'Un Toit pour tous, et qui est l'honneur d'introduire ce webinaire, dans lequel vous verrez donc intervenir Chloé Mollard, qui travaille à l'Observatoire de l'hébergement et du logement, qui prendra la parole juste après moi. Nicolas Lepers, chargé de mission à la plateforme de soutien de la participation de l'Oiseau Bleu. Marie Perronard, infirmière à l'équipe mobile psychiatrique et à la passe psy, pour essayer de vous expliquer rapidement les sigles que vous voyez affichés. Nous avons aussi en grand témoin Véronique Gillet, qui est déléguée de l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre. Et puis Anissa Jiwan, qui travaille également à l'Observatoire de l'hébergement et du logement d'Un Toit pour tous, qui mettra un petit peu en articulation les différentes intervenants, les différentes interventions que seront amenés à faire nos interlocuteurs. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Chloé. Moi, je serai en back-office pour collecter vos questions et les transmettre aux différents intervenants en lien avec Anissa. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre des questions et des commentaires. Chloé, c'est à toi. Merci Arthur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans ce webinaire, on va vous présenter les premières observations faites par l'Observatoire de l'hébergement et du logement sur les impacts de la crise sur les ménages en situation de précarité, avec une première partie sur la question du sans-abrisme, à l'issue de laquelle il y aura un premier temps dédié aux échanges et à vos questions, et une deuxième partie sur les impacts plutôt économiques sur la situation des ménages. Tout au long de mes observations, je donnerai la parole à Nicolas Lepers et à Marie Perronard, qui pourront compléter à travers des situations de terrain, puisque ce sont tous deux des acteurs de terrain qui étaient présents auprès des ménages en difficulté durant le confinement. Donc, une première partie pour savoir de quelle manière on a répondu à la problématique du sans-abrisme durant la crise sanitaire, notamment durant le premier confinement. Donc, le sans-abrisme, ça constitue une problématique qui est présente toute l'année, mais on observe qu'on va lui accorder un caractère plus ou moins urgent selon les contextes. C'est le cas en contexte hivernal, où on augmente le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles pour permettre de mettre à l'abri un plus grand nombre de personnes. Donc, sur le schéma de droite, vous voyez en bleu les places d'hébergement d'urgence pérennes, c'est-à-dire qui sont ouvertes toute l'année, auxquelles s'ajoutent en période hivernale les places représentées en gris. Donc, l'hiver précédent, c'était 550 places qui ont été ouvertes. Et durant la crise sanitaire, à partir du 17 mars, de nouvelles places se sont ajoutées pour répondre à l'urgence qui était cette fois une urgence sanitaire, en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie, qui étaient basées sur le logement. Donc, dans ce contexte-là, il était nécessaire d'apporter des réponses
plus de réponses que d'habitude aux personnes privées de domicile personnel. Dans les deux cas, que ce soit l'urgence hivernale ou l'urgence sanitaire, c'est une logique de réponse basée sur l'urgence. Donc, ça implique des réponses qui sont temporaires, des places qui sont ouvertes le temps de la période hivernale, le temps de la crise sanitaire et qui sont amenées à fermer par la suite. C'est également des places de moindre qualité puisque l'objectif est de mettre à l'abri le plus de personnes possible et donc ça impacte la qualité des places. En Isère, c'est souvent des places en préfabriqué qui sont ouvertes. Et pendant la crise, la plupart des places ouvertes étaient des places en chambre d'hôtel où les personnes hébergées n'ont pas accès à une cuisine indépendante et n'ont pas toujours accès à des sanitaires indépendants. Donc, on comprend bien la logique qui est à l'œuvre, on comprend les enjeux de l'hébergement d'urgence et on comprend aussi les limites de ces solutions qui sont proposées. Et cette année 2020 a bien illustré ces limites avec une année où en fait c'est des contextes d'urgence, des situations d'urgence qui s'enchaînent les unes et les autres. On est passé d'une période d'urgence hivernale voilà, qui a débuté en novembre 2019, à laquelle a fait suite un contexte de crise sanitaire. Et on retourne aujourd'hui dans un contexte d'urgence hivernale avec une crise sanitaire qui se poursuit. Et donc, les solutions qui ont été proposées et qui ont été pensées comme temporaires, finalement, elles sont amenées à se maintenir et les personnes qui sont hébergées, elles se retrouvent dans des situations provisoires qui durent le temps des contextes de crise. Et c'est des solutions qui ne permettent pas aux personnes de s'extraire réellement du sans-abrisme en leur proposant d'accéder à un hébergement d'insertion ou à un logement. Ça a pu être le cas, mais de façon générale, il n'y a pas toujours un accompagnement social qui est proposé dans ces places d'hébergement temporaire. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Lepers qui va nous faire un retour sur l'évolution des places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes en contexte de crise sanitaire et qui reviendra aussi sur la qualité de ces places-là et est-ce qu'elles répondent ou pas aux besoins des personnes qui sont hébergées. Alors voilà, du coup, pendant la période hivernale, nous avions accès à un service de 28 places d'hébergement supplémentaires en Algeco et sur un terrain vague qui ne correspondait pas du tout aux normes humanitaires et sociales, qui ont été rebasculés vers un nouveau centre d'hébergement pour la crise sanitaire en 34 nouvelles places, avec des bâtiments tout neufs et des locaux tout neufs, avec la promesse pour les personnes qui étaient hébergées, logiquement, d'être rebasculées vers un service d'accès au logement. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'il y avait tant de demandes qu'on a essayé d'héberger les personnes comme on le pouvait. Par conséquent, n'importe qui, n'importe quoi y a été orienté. En conséquence, que ce soit dans le centre d'hébergement d'urgence qui avait été rebasculé vers des migrants ou que ce soit dans le nouveau centre crise sanitaire, on a vu quand même un gros manque de suivi social, donc aucun suivi social sur place. Là, je vais parler du centre d'urgence sanitaire qui a été ouvert à 34 places. Sur les 34 places, 4 personnes ont vu des travailleurs sociaux. Sur ces 34 personnes, au final, fermeture effective au 31 juillet à la base, qui a été repoussée au 30 août, suite à une action des personnes et suite à une action des travailleurs sociaux également, qui avaient dit que c'était pas normal qu'on remette ces personnes à la rue manu militari. Nous avons 8 personnes qui ont eu accès à un logement, ça y est, c'est fini. Nous avons 17 personnes qui ont été réhébergées vers des centres d'hébergement d'urgence ou CHRS, et le reste qui sont des sorties sèches, donc soit hébergées par des tiers, soit retour à la rue directement. Merci Nicolas. On poursuit la présentation. La crise sanitaire, donc comme je le disais précédemment, avec des mesures pour lutter contre l'épidémie qui sont basées sur le logement,
ça a révélé le rôle sanitaire que pouvait jouer le logement. Et du coup, ça a mis en évidence les conséquences qu'avaient les inégalités de logement sur les inégalités sociales de santé. Et ici, en l'occurrence, ça a eu des impacts sur les inégalités de confinement. Pour les personnes privées de domicile personnel, la possibilité qu'elles avaient ou non de se confiner repose principalement sur 2 éléments. Le premier, c'était au vu des habitats précaires qu'elles sollicitent, faute d'hébergement institutionnel proposé. Ces personnes-là vont être hébergées dans des squats, dans des camps ou hébergées chez un tiers. Et si ces solutions constituent une alternative à la rue la nuit, en ce qu'elles permettent à la personne de s'extraire de l'espace public pour avoir un endroit où dormir, ces habitats précaires restent des situations de mal-logement dont préfèrent s'extraire les personnes la journée, y compris durant le confinement. Le deuxième élément, c'est le rapport entretenu à la rue. Pour les personnes privées de domicile personnel, l'espace extérieur, c'est l'espace sur lequel elles ont construit leur quotidien, sur lequel elles ont basé leur vie sociale, économique, culturelle, informationnelle. Et donc, c'est un espace dont il est très difficile de se passer. Et donc, durant le confinement, ça a eu pour effet des personnes privées de domicile personnel qui est restée sur l'espace extérieur durant la journée parce qu'elles ne pouvaient pas se passer de ces ressources-là qui se trouvent exclusivement dans la rue, puisqu'elles n'ont pas de logement, de logement dans lequel organiser leur quotidien autrement. Pour les personnes qui ont néanmoins été privées de ces ressources-là, on a vu un confinement qui a pu avoir des impacts sur la santé physique comme morale des personnes, en renforçant des situations d'isolement et d'addiction. Je laisserai la parole plus tard à Marie Perronard, qui pourra nous préciser ces éléments-là. Donc pour les personnes privées de domicile personnel, on constate donc des difficultés pour accéder à un confinement. Et en plus de ça, on constate des nouveaux obstacles dans la satisfaction de leurs besoins, dans leur accès aux droits. C'est en cela qu'on parle d'une double peine pour les personnes privées de logement. Premièrement, c'est la raréfaction des lieux d'accueil qui se poursuit 6 mois après le déconfinement. Donc pendant le premier confinement, la majorité des accueils de jour en Isère ont fermé. Et lorsqu'ils ont réouvert au déconfinement, ils étaient toujours confrontés à de fortes contraintes sanitaires. La plupart des accueils de jour ont des locaux de taille trop petite qui ne permettaient plus d'accueillir, comme c'était le cas avant, de façon inconditionnelle, les personnes qui cherchaient un endroit où se reposer. Donc, il y a eu une réorganisation qui a eu lieu, réorganisation des services également. Voilà, les accueils de jour bricolent un petit peu avec les contraintes sanitaires. Donc, notamment, il y a des services de drive qui sont mis en place où les personnes peuvent passer, récupérer un document, récupérer un colis alimentaire. Mais on observe voilà, la dimension de l'accueil des accueils de jour devient de plus en plus rare et les personnes à la rue ont des difficultés pour trouver un lieu où se poser, où discuter, où être écoutées. Le deuxième élément, c'est des difficultés d'accès aux droits liées à la fermeture de nombreux services administratifs durant le confinement, en particulier les services de l'immigration et les services de l'asile qui ont fermé, qui ont eu des conséquences sur la situation des personnes en situation administrative complexe. D'une part, ça a retardé leur perspective de régularisation et du même fait, ça a retardé leur perspective d'accès aux droits communs, d'accès à un logement, d'accès à un emploi. On a des situations de personnes qui avaient un rendez-vous à la préfecture pour régulariser leur situation, souvent après plusieurs mois et plusieurs années d'attente. Ce rendez-vous a été annulé durant le confinement et aujourd'hui, c'est des personnes qui sont toujours en attente, voilà, 6, 7, 8 mois plus tard, qui sont toujours en attente d'un nouveau rendez-vous. Donc là, on a un confinement qui retarde l'accès aux droits des personnes et qui prolonge un peu plus longtemps la précarité administrative et économique qui en résulte. La deuxième difficulté pour les personnes en situation administrative complexe, ça a été de pouvoir continuer à se déplacer pendant le confinement, puisque il y avait des contrôles policiers qui ont été renforcés. Ils étaient là pour contrôler les attestations dans le cadre du confinement et des mesures sanitaires. Mais pour des personnes qui sont en difficulté administrative, ces contrôles policiers, ils ont été perçus comme une crainte que ces contrôles se transforment en contrôle d'identité. Et donc, elles ont fortement limité leurs déplacements et ça a généré des pratiques de non-recours
et de report des soins. Je vais redonner la parole à Nicolas Lepers qui va pouvoir nous en dire plus sur les impacts du confinement sur les droits sociaux des personnes sans domicile. Et je donnerai ensuite la parole à Marie Perronard, donc, qui est infirmière à la PAS Psy, qui pourra nous parler des impacts du confinement sur la santé mentale des personnes sans domicile. Le micro. Alors déjà, les premiers impacts, ils étaient réellement palpables au niveau du secours alimentaire, parce que le secours alimentaire, il fallait avoir l'accès à l'information, et il fallait savoir où aller chercher de l'alimentaire et à quel moment. Du coup, il y a eu un gros travail qui a été fait ici à Grenoble, du moins sur où aller chercher à manger. Il y a des tableaux qui se sont faits grâce au service de Grenoble Solidarité pour avoir accès aux services alimentaires un petit peu toute la semaine et dans quel sens. D'autre part, le souci avec les accueils de jour qui étaient encore ouverts, c'était comment on y a accès et comment on s'y attribue encore et comment on s'y sent encore chez nous. Donc on a quand même des grands habitués des accueils de jour qui viennent tous les jours, qui y sont depuis 20 ans et qui continueront à y aller tous les jours, qui ont leur petit coin de cour ou leur petit coin de chaise, leur petit coin de table qui est bien à eux. Et là, ils ne pouvaient plus s'attribuer parce que comment aller prendre une douche dans une situation normale, comment faire une machine comme on la faisait avant, ou comment s'attribuer un petit déjeuner sur notre table, à notre place et à notre chaise, c'était plus possible. Du coup, le ressenti, il était vraiment difficile à prendre. Et on a même eu un abandon de certains des accueils de jour. Donc, il y a même certains sans-abri qui ne côtoyaient plus les accueils de jour parce qu'ils ne s'y sentaient plus chez eux. Là, je crois qu'il y a un réel souci quand on dit qu'un sans-abri ne se sent plus chez lui dans un accueil de jour. D'autre part, c'est vrai que les accueils de jour ont vu arriver pas mal de nouveaux publics. Du coup, ces nouveaux publics, ça faisait du monde en plus. Et du monde en plus sur un coin de trottoir, ça se remarque facilement. Par conséquent, pour les gens qui venaient encore en accueil de jour et qui étaient réellement sans abri, ça faisait trop de monde et on n'a pas toujours envie de se mélanger, on n'a pas toujours envie de voir son prochain, même s'il est dans le besoin, on n'a pas toujours envie de se côtoyer entre nous. Ces différentes classes sociales sont difficiles à mélanger et sont difficiles à mettre en commun, et il est aussi très compliqué d'établir un dialogue entre elles. Du coup, ces nouveaux publics, il a fallu les prendre en charge également. Il a fallu aussi être à l'écoute de ces nouveaux publics. Je crois que c'est l'effet d'un point suivant. Non, on en arrive quand même très vite au fait que les accueils de jour ont vu leur public augmenter, mais pas forcément du même public. Et que, du coup, le public des accueils de jour habituels s'est vu diminuer de ses habitués, malgré tout. Merci Nicolas. Je laisse la parole à Marie Perronard. Oui, bonjour. Les impacts du confinement sur la santé mentale, je pense que c'est pas fini. On peut pas tirer de conclusion, en tout cas, sur des impacts. Quel impact aurait eu vraiment? Parce qu'on est encore dedans. C'est compliqué de parler à la fois d'être dedans et d'avoir du recul pour parler vraiment. Mais moi, je vais juste communiquer autour de ce que nous, on a observé. Et donc, nous, on est donc service public hospitalier. On a eu comme consigne de fermer tous les accueils, tout ce qui était extérieur, les centres de soins extérieurs. Ça paraissait évident que nous, on ne pouvait pas fermer. On est donc permanence d'accès aux soins, je resitue psychiatrique. C'est un lieu où les gens sans droit, sans domicile, sans adresse peuvent venir avoir des soins psychiatriques, y compris avoir accès à des médicaments s'ils n'ont pas de droit ouvert, etc. Et puis, une partie EMLPP qui est équipe mobile, liaison psychiatrie précarité, où là, on a plus un travail auprès des accueils de jour, auprès des partenaires sociaux. Et on peut différencier quand même sur ces deux lieux un public assez différent. La PAS psychiatrique, on a beaucoup de migrants sans droit, des migrants
voilà, qui ont des parcours et de vie compliqués. Et sur la base psychiatrique, c'est plus ces personnes sans domicile, enfin sur le LMPP, pardon, sans domicile, errance, travailleurs pauvres, des jeunes, enfin c'est un public très large, hein, évidemment, on ne peut pas. Donc nous, ce qu'on a observé, simplement, donc nous, on a fait une veille, ce qui nous paraissait essentiel, c'est de faire une veille sanitaire. Donc il y a toujours eu quelqu'un au local, voire 2 personnes, réponse téléphonique, etc. On s'est partagé notre fil actif de patients entre tous les membres de l'équipe et notre fil actif de partenaires. Et on a continué par téléphone à être en lien avec les patients. Donc c'était vraiment une histoire de veille sanitaire. On les a eu beaucoup, très souvent. Et durant cette période qui a duré donc 3 mois, 2 mois et demi, je ne sais plus, en semaines, on a quand même eu 16 nouvelles demandes de soins qu'on a intégrées à notre fil actif, qui fait en moyenne 2 personnes nouvelles par semaine, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a en temps normal. Sauf que là, on a eu plus de public, on a intégré plus de public dans notre file active, équipe mobile, c'est-à-dire des publics amenés par les partenaires sociaux, enfin amenés, qui nous ont été signalés par les partenaires sociaux avec qui, du coup, on avait les téléphones des personnes, on les a appelés, on les a intégrés dans, voilà. Donc, je pense que la veille sanitaire, elle a été aussi, ça a été aussi le souci des travailleurs sociaux et des bénévoles qui ont travaillé pendant cette période-là sur la santé mentale. Donc, la santé mentale, nous, là, on a observé beaucoup de peurs. Alors, des peurs liées à différentes choses, hein, des peurs, donc peur avec majoration d'angoisse, évidemment, hein. Il y a eu au début la question du confinement, ça a été quand même extrêmement rapide pour tout le monde, hein, d'ailleurs. On n'a pas eu le temps de se préparer à cette histoire du confinement. Il a fallu confiner à un moment, voilà, demain, tout est fermé. Donc, ça fait un choc, il y a quelque chose. Donc, chez les personnes fragiles, c'était, voilà, ça faisait un choc supplémentaire. L'organisation, bon, pour ceux qui avaient des habitats, donc toutes les personnes qu'on suit ne sont pas à la rue, mais toutes ont des habitats très précaires, ça on le sait, hein, soit hébergés chez des tiers, etc. Donc, ça a créé, on le disait tout à l'heure, hein, cette question d'être confiné, de ne plus pouvoir être dans la rue avec toute l'économie parallèle, avec, nous par exemple, on a eu des sevrages tabagiques, des gens qui se retrouvaient confinés en réseau citoyen et à la campagne, hein, des gens qui avaient ouvert leur maison, très sympa, mais des gens qui fumaient en prenant dans la rue, en faisant la manche, en demandant des cigarettes, etc., qui se sont retrouvés extrêmement mal parce que plus de tabac. Donc, on a envoyé des patchs, on a essayé d'aider comme ça. Voilà, cette question du lien, elle a été vraiment importante. Je pense que c'était vraiment... autant elle a soigné, le lien a soigné, autant le manque de lien a pu majorer l'angoisse. C'est-à-dire que nous, on a été très en lien et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très en lien avec ce public. Il y a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup de... Voilà, donc il y a eu quelque chose de... La question du lien, elle a été quand même... elle a été prise en compte. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes, par exemple, qui n'avaient plus du tout accès à Internet parce qu'ils allaient se connecter avec leur téléphone via WhatsApp ou à la gare, etc. Donc, je parle beaucoup des migrants là, qui avaient la peur du gendarme, hein, on l'a dit tout à l'heure, la peur du contrôle de l'attestation, la peur donc des gens qui sont sans papier, etc. Et qui ne pouvaient plus se connecter dans les lieux, voilà, qui n'avaient plus accès à Internet, par exemple, et donc qui ne pouvaient plus avoir de nouvelles de la famille au pays. Donc, ça a fait augmenter l'angoisse fort chez certaines personnes. Il y a eu la question des attestations aussi au début, où c'était les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, etc. Bon, après, il y a eu des attestations simplifiées. Nous, on en a fait beaucoup pour les personnes. Il y a eu le temps de la distribution alimentaire, comme le disait Nicolas, il a fallu vraiment communiquer autour de nous. Et puis, il a fallu gérer aussi à un moment la question de la solitude, de l'ennui, de l'isolement. Donc là, on avait fait appel
à Emmaüs qui ont été super chouettes. Ils nous ont fait des cartons qu'on est allé récupérer avec des jeux de société, des bouquins, enfin, voilà, des jeux de dominos, de dames, etc. Parce que voilà, fallait. On a eu aussi auprès de nous des réseaux citoyens chouettes qui nous ont fait des masques en tissu parce que les gens aussi avaient très peur. Beaucoup les migrants, les gens qui viennent d'Afrique avaient très très peur de la maladie. Et puis en plus, ils passaient toute la journée devant la télé. Et la télé est extrêmement anxiogène, hein, par essence, mais en ce moment encore plus. Donc en fait, ça montait, quoi, voilà. L'angoisse montait. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'allaient pas chercher leur traitement parce qu'ils avaient peur de sortir. Ils avaient peur de sortir soit parce qu'ils avaient peur d'être malades, soit parce qu'ils avaient peur du contrôle policier. Donc, nous, on envoyait les ordonnances, on faisait des mails aux pharmacies. Voilà. Ce qu'on peut noter pendant cette période-là, en tout cas, c'est que nous, on a eu un travail qui a été facilité, mais extrêmement facilité. Facilité par notre institution hospitalière qui nous a dit « faites comme vous pouvez ». Donc, les acteurs de terrain se sont arrangés et finalement, c'est très, très bien débrouillé, on n'en doutait pas. Et facilité aussi par le lien qu'on pouvait avoir avec tous les partenaires, que ce soit sociaux, paramédicaux, médicaux, où en fait, on a eu l'impression que tout le monde a fait en sorte que tout se passe bien, quoi. Et c'était vraiment le côté positif de cette période-là. Voilà, donc je ne sais pas si après il y a des questions particulières. Moi, je pourrais parler de situations voilà, autour peut-être de questions plus précises. Voilà. Justement, il y a un temps d'échange qui arrive. Donc, si les auditeurs ont des questions, c'est le moment. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut aussi vous permettre de vous exprimer en direct en ouvrant votre micro. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Pour le moment, on n'a pas de questions ni de commentaires via le chat ou via le module Q&R. Donc, j'invite les participants, en tout cas, si vous voulez, ou que les intervenants puissent préciser certaines choses aussi, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la suite. Bon, il n'y a pas là, pour le moment, en tout cas, sinon on pourra peut-être y revenir dans un deuxième temps, mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas de personnes qui souhaitent préciser ou souhaitent se manifester. Donc, je te laisse continuer, Chloé. S'il y a une question, je crois. Ah si, il y en a une. Y a-t-il des structures d'accueil qui ont été ouvertes en centre-ville et îles vertes? Une question de Romain Plénier. La question, elle porte sur les hébergements ou sur les accueils de jour? Les structures d'accueil, sur les hébergements. Les hébergements. Alors moi, je ne saurais pas situer le lieu de l'hébergement. Je te laisse la parole, Nicolas. Alors, en termes d'hébergement, sur île verte, il y avait quand même, pour les migrants, du coup, le dispositif personnel qui a été rebasculé pour les migrants et qui a été remis en place pour eux. Autrement, ça a été disposé vers la tronche avec le dispositif cadran solaire qui était tout neuf et qui a été mis en place pour la crise sanitaire. D'autre part, sur île verte, il n'y a rien eu d'autre que Point d'eau qui continuait son accueil de jour, du coup avec un accès alimentaire en plus, avec aussi les tickets services qui ont été mis en place par la Fondation Abbé Pierre, qui ont été distribués notamment par Point d'eau et par d'autres partenaires. Mais sur île verte, il n'y avait rien d'autre de plus. Maintenant, sur le centre-ville en tant que tel, à part MC2, où il y avait le Fournil qui ouvrait à mesure de 20 personnes à la fois entre 12 et 14 heures. Donc, c'était fait en 3 services entre 12 et 14 heures et c'était 20 personnes à la fois qui pouvaient venir s'alimenter sur place, autrement qui pouvaient disposer de colis alimentaires. Sur le centre-ville, il n'y a rien eu d'autre de mis en place. Alors, j'ai une autre question de Roselyne Blin. A-t-on une idée du nombre de personnes sans solution d'hébergement durant le confinement? C'est difficile d'avoir une idée parce que déjà, on a une mauvaise connaissance du nombre de personnes qui est privée de domicile personnel.
Donc, on a du mal à savoir combien de personnes sont restées sans solution d'hébergement. Je suppose que la question, c'est d'hébergement institutionnel. Voilà, on a du mal à l'estimer. Notamment sur une période qui est celle du confinement. On sait qu'il y a une tension qui est forte sur le système d'hébergement d'urgence. Ce matin, on en parlait avec une orientation pour environ 4 demandes. Donc, le dispositif est très saturé et on y répond difficilement. Le système d'hébergement d'urgence, il y a eu des ouvertures. Donc, lors des ouvertures, ça a permis de répondre à un certain nombre de personnes. Mais une fois que ces places où les personnes ont été orientées sur ces places, après, on revient à un système classique où les personnes ne peuvent plus intégrer le système d'hébergement d'urgence. Et je souligne quand même que les 226 places qui ont été ouvertes pendant le confinement, ça a permis de répondre à une demande qui était déjà présente depuis longtemps, voilà, avec des personnes qui étaient en attente d'hébergement depuis plusieurs mois, à appeler régulièrement le 115, qui étaient dans des hébergements autres, notamment de l'hébergement chez un tiers, et qui ont pu accéder à un hébergement d'urgence grâce à ces places. Voilà, le nombre de places qui a été augmenté pendant le confinement. Donc, c'est aussi, ça illustre un petit peu plus la demande qui existe. Alors, on a une autre question de Tiffany Rendu. Que s'est-il passé après le confinement? La passe psy a-t-elle réouvert normalement? Alors, Marie, si tu as entendu la question. Oui, alors nous, on n'avait jamais fermé en fait. On était, nos permanences d'accueil, il y avait toujours des personnes qui étaient présentes, sauf qu'on prenait les téléphones, on rappelait les gens, tout ça. Oui, suite à la passe psy a réouvert normalement. Donc actuellement, on refait le travail habituel, sauf on n'a toujours pas la possibilité de faire des groupes de travail thérapeutiques comme on faisait, des groupes de relaxation, des groupes de… Voilà. Mais autrement, oui, la passe psy a réouvert normalement. Je pense que peut-être aussi cette question, elle sous-entendait s'il y avait eu des nouveaux publics suite au confinement, peut-être. Alors, on en parlait quand on a préparé, mais moi, non, on n'a pas encore, je pense qu'on n'a pas encore l'impact psychosocial la souffrance psychosociale liée à cette crise sanitaire et économique, on n'a pas encore l'impact directement. Je pense que dans les mois à venir, l'année prochaine, dans l'année à venir, je pense qu'on va avoir, on pourra en parler, mais là, non. C'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Très bien. Moi, par contre, j'ai un bon visu sur les nouveaux publics, si vous voulez. Ce sera juste après Nicolas. Bon, on va l'aborder après. Il y a une question qui parle de la question de la décohabitation des jeunes parents. Ont-elles été mesurées? Donc, on y reviendra aussi à la fin du webinaire. Je l'ai précisé à la personne dans le cadre du chat. On continue? On continue. Donc, on va, dans la deuxième partie du webinaire, s'intéresser un petit peu plus aux impacts économiques qu'a pu avoir le confinement sur des ménages qui étaient déjà en situation économique fragile. Et ce sont des difficultés qui perdurent aujourd'hui. Donc, on va essayer d'illustrer un petit peu, d'expliquer un peu la situation de cette famille à travers les observations qu'on a pu faire en réalisant justement une enquête auprès des ménages d'un toit pour tous, et aussi à travers les données de la CAF de l'Isère. Donc, premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des mesures sociales fortes qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment à destination de ces publics les plus fragiles, avec un chômage partiel qui couvrait 100% des revenus les plus bas et des droits sociaux qui étaient prolongés jusqu'au déconfinement. Il y a quand même eu un certain nombre de difficultés qui a engendré une perte de ressources pour les ménages et voilà, qui ont entraîné par la suite des impayés, des découverts bancaires avec des frais bancaires qui se sont ajoutés, comme l'explique le témoignage de cette famille qu'on vient d'entendre. Et c'est des situations qui mettent du temps à se réguler.
Donc, le premier élément problématique, ça a été des administrations qui ont travaillé au ralenti, parce que, voilà, en raison du confinement, ça a généré des problématiques d'accès et de maintien au droit, notamment un retard dans le traitement des droits. C'est le cas de la famille dont on vient d'entendre le témoignage avec la CPAM qui a mis du temps pour verser des indemnités. Donc, pendant 2 mois et demi, cette famille-là a été privée de la moitié de ses ressources, ce qui a engendré un certain nombre de difficultés qu'il est encore aujourd'hui difficile de compenser. La deuxième difficulté vis-à-vis des administrations, c'est la fermeture des guichets avec des ménages qui ne sont pas toujours à l'aise avec le langage administratif, ni avec les plateformes numériques sur lesquelles on leur demandait de poursuivre leur démarche administrative durant le confinement. Et donc, c'est des ménages, voilà, pour maintenir leurs droits, ça a parfois été difficile quand on les relançait sur un papier à envoyer, ce genre de choses, et qu'ils n'avaient plus un guichet, un interlocuteur avec qui parler et qui puisse leur permettre de mieux expliquer les attentes de l'administration. La deuxième difficulté, c'est des pertes de ressources pour les personnes qui étaient en emploi. Donc, on a eu un chômage partiel qui a couvert le salaire des ménages, des revenus les plus bas, je le disais avant. Par contre, il n'a pas pris en compte la complémentarité des ressources de ces ménages-là. Notamment, on a ce chômage partiel n'a pas pris en compte les primes de fin de contrat ou encore les pourboires, qui sont des ressources importantes pour les ménages fragiles. Ça fait partie à part entière du budget et de leur équilibre budgétaire. À ces difficultés induites par des pertes de ressources et parfois ajouter une hausse des dépenses avec la fermeture des cantines scolaires, la fermeture aussi des lieux de restauration sur le lieu de travail qui permettait aux ménages, aux travailleurs et aux enfants de manger à un prix faible. Et voilà, la particularité de ces ménages qui étaient déjà dans des situations plus ou moins fragiles, c'est qu'ils n'avaient pas d'épargne à mobiliser pour compenser ces difficultés. La troisième difficulté qu'on a observée durant le confinement, c'est qu'il y avait une absence de mesures spécifiques pour les pertes d'emploi. Et donc, ça a mis en difficulté tous les ménages qui étaient en emploi précaire, des intérimaires, comme on vient de l'entendre dans le témoignage de la famille, également des personnes qui étaient en CDD et qui ont vu leur contrat ne pas être renouvelé dans le contexte du confinement, des contrats courts qui s'arrêtent. Pour ces ménages-là, il y a non seulement une perte d'emploi, mais en plus une difficulté d'un retour vers l'emploi pendant le confinement et au déconfinement. Là aussi, le témoignage l'expliquait bien avec la mère de famille qui a eu des difficultés à retrouver ses missions d'intérim de la même manière qu'elles existaient avant, avec un nombre d'heures diminué en raison des règles sanitaires à respecter au sein de l'entreprise. Pour ces ménages-là, la seule option, c'était de bénéficier du chômage dit classique. Mais pour ceux qui n'avaient pas cumulé assez d'heures pour ouvrir des droits au chômage, le dernier recours, finalement, c'était de bénéficier du RSA. Sur le schéma qui est présenté à l'écran, justement, c'est des données de la CAF de l'Isère qui montrent une hausse du nombre de bénéficiaires de RSA entre mars et août 2020. Donc, la courbe jaune représente le nombre de bénéficiaires en 2019, la courbe bleue en 2020. Et donc, on voit à partir de mars une augmentation progressive et on arrive au mois d'août avec 13% de bénéficiaires du RSA en plus par rapport au mois d'août 2019. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que à la CAF de l'Isère, en tout cas, et sur les observations qu'on a réalisées, qui s'arrêtent au mois d'août, on n'observe pas une hausse du nombre d'allocataires. Ça veut dire que ces ménages-là qui sont bénéficiaires du RSA, ce sont des personnes qui étaient déjà allocataires de la CAF pour la plupart. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a une fragilisation des ménages qui étaient déjà en situation de précarité, ou en tout cas qui avaient une situation économique fragile, puisque allocataires de la CAF. Je vais repasser la parole à Nicolas Lepers qui va pouvoir nous illustrer les difficultés dont je viens de parler à travers les nouveaux publics de l'aide alimentaire.
Me revoilà. Donc voilà, sur la question de l'aide alimentaire, c'est vrai qu'on a vu arriver pas mal de nouveaux publics qui habituellement ne dépendent pas de l'aide sociale et qui nous sont arrivés comme ça, que ce soit en accueil de jour ou dans d'autres services d'accompagnement social. J'entends par là les mères isolées, j'entends les travailleurs handicapés, j'entends les auto-entrepreneurs, donc Uber Eats, etc. J'entends aussi, pourquoi pas, les anciens patrons de PME qui ont dû mettre la clé sous la porte et qui attendent leurs aides et qui, par conséquent, n'ont plus forcément les moyens de nourrir leur famille. Donc, voilà, ça fait plein de publics en plus qui venaient taper à la porte du social alors qu'habituellement, on ne les voyait pas. Et toutes des cases qui, en principe, ne sont pas cochées par l'aide sociale. Donc là, les personnes se posent la question, les intermittents du spectacle aussi, que j'avais oublié, excusez-moi, parce que sinon ils vont m'en vouloir. Donc voilà, tous ces publics qui se sont posés la question, si on ne rentre pas dans les cases du social, comment on est légitime à demander de l'aide et comment est-ce qu'on peut venir demander de l'aide et chez qui on peut aller demander de l'aide. Du coup, c'était très compliqué pour certains d'aller voir dans un accueil de jour et de demander un colis alimentaire. Ou c'était très compliqué pour certains d'aller voir une assistante sociale de secteur. Déjà, c'était très compliqué d'avoir un rendez-vous avec une assistante sociale de secteur. Mais en plus, c'était très compliqué de lui dire, ben, écoutez, on a faim. Et d'un autre côté, en plus, il était encore plus compliqué de devoir justifier le fait qu'on avait faim. Donc ça veut dire justifier le fait qu'on avait faim, c'est qu'en principe, quand on va au Resto du Cœur, on doit arriver avec une attestation de la CAF qui dit, ben voilà, je suis bénéficiaire de la CAF de l'Isère et par conséquent, j'ai besoin d'aide alimentaire. Là, ce n'était pas le cas. Du coup, comment on justifie notre précarité? Comment on justifie le fait d'être en précarité actuellement? Du coup, il y a eu quand même pas mal d'efforts qui se sont faits en Isère de ce côté-là, hein. Ça veut dire que non seulement les accueils de jour se sont fait bonne poire et ont fait des attestations attestant que les personnes étaient en situation de précarité. D'autre part, les Restos du Cœur étaient un peu moins regardants sur les justificatifs à donner. Mais au final, c'était toujours cette difficulté de devoir justifier aussi de sa précarité, de sa situation financière à l'heure actuelle. Je continue ou il y a des questions? Il y a une question, Chloé, désolée. Concernant l'aide alimentaire, qui fournit les denrées et les colis alimentaires? Sont-elles suffisantes? Nicolas, si tu veux peut-être Alors, préciser non, la question. j'ai des billes là-dessus, ouais. Du coup, qui fournit les denrées? Ben, il y a pas mal de collectifs citoyens qui se sont lancés. Il y a eu un énorme élan de solidarité, heureusement, qui s'est lancé aussi dans la distribution alimentaire. Du coup, des maraudes citoyennes, etc., qui se sont lancées dans la collecte et la distribution alimentaire. D'autre part, il y a la banque alimentaire qui a eu pas mal de surplus là, pendant la période Covid. Vu les restaurants fermés, etc., il y avait quand même pas mal de surplus alimentaires qui étaient à distribuer. Du coup, les banques alimentaires se sont chargées de les redistribuer à part égale ou presque. D'autre part aussi, il y a eu pas mal de réseaux de citoyens qui se sont dit on va les glaner, du coup on va les glaner directement, on va faire la fin des marchés, on va faire la fermeture des magasins, on va aller récolter des denrées alimentaires et on va les redistribuer à qui de droit. Donc, par conséquent, on va les distribuer aux gens qui en ont le plus besoin. Du coup, il y a eu des réseaux de glanage comme ça qui se sont montés un petit peu au fur et à mesure, avec des frigos qui se sont montés dans des tiers-lieux, des frigos qui ont été mis à disposition des citoyens qui étaient dans le besoin, quels qu'ils soient, sans justificatif aucun, donc en totale inconditionnalité, et qui ont permis quand même, je pense, d'enrayer un petit peu ce manque alimentaire qu'on retrouvait un petit peu partout. J'espère avoir répondu à la question. Je pense. D'autres questions, Anissa, ou je continue? Non, il n'y a pas d'autres questions. Juste pour préciser, hein, il y a aussi eu un relais assez fort pendant le confinement des institutions qui n'étaient pas en principe sur ces sujets de l'aide alimentaire, tels que le CCAS sur Grenoble, qui s'est aussi fortement mobilisé pour apporter cette aide alimentaire aux ménages les plus modestes.
Je ferai la paire belle à Point d'eau et à Magdalena qui ont fait un gros effort sur l'alimentaire et qui ne le faisaient pas avant. Voilà, il y a beaucoup en tout cas, d'acteurs associatifs qui se sont mobilisés autour de cette question alors que ce n'était pas leur cœur de métier. Donc, je poursuis sur les impacts du confinement sur les jeunes de moins de 25 ans. Alors, cette présentation, elle fait écho à la dernière partie dont j'ai parlé, hein, sur les personnes qui sont en emploi précaire, puisque les jeunes sont surreprésentés dans ce type d'emploi. Les jeunes de moins de 25 ans, 8% d'entre eux sont intérimaires quand ça concerne que 3% de l'ensemble de la population. 29% sont en CDD contre 11% de l'ensemble de la population. Donc, étant surreprésentés dans ces emplois précaires, les jeunes ont été plus susceptibles d'être touchés par des pertes d'emploi qui n'étaient pas couvertes par aucune mesure Covid, comme je l'ai précisé avant, avec une double difficulté pour les jeunes, puisqu'ils ne sont pas éligibles au RSA. Donc, s'ils n'avaient pas de droit ouvert au chômage, ils se sont retrouvés sans ressources. Ces difficultés économiques, elles sont visibles à travers une hausse des aides financières demandées par les jeunes. C'est visible au niveau de la mission locale avec une hausse des aides financières demandées, une hausse des inscriptions aussi. C'est visible au niveau du Crous de l'Académie de Grenoble, avec de nombreux étudiants qui ont demandé des aides financières. Le nombre d'aides financières demandées était de 11 000 euros pendant cette année universitaire 2019-2020, alors qu'il est habituellement de 7 400 demandes annuelles. Donc, on se rend bien compte de l'augmentation qui est apparue en raison du confinement. C'est une augmentation, une forte demande qui se maintient toujours aujourd'hui depuis la rentrée scolaire de septembre. Pour les étudiants, la difficulté, elle repose à la fois sur les emplois étudiants qu'ils avaient, qui sont souvent des emplois précaires à temps partiel, qu'ils ont été amenés à perdre pendant le confinement, avec une difficulté là aussi d'un retour vers l'emploi. Il y a également des impacts plus indirects sur le budget des jeunes, qui est lié à la situation budgétaire de leurs parents, qui eux aussi ont pu être impactés par la crise, et ça a pu avoir des conséquences sur les aides financières qui donnaient habituellement à leurs enfants pour financer leurs études. Donc cette crise, elle souligne à la fois la fragilité économique des jeunes de moins de 25 ans, elle souligne également les failles qui existent dans le filet de protection proposé aux jeunes, puisque, je le répète, ils n'ont pas accès au RSA. Donc les aides qui leur sont proposées actuellement, c'est soit des aides ponctuelles pour répondre à une urgence, soit des aides qui sont conditionnées à un parcours d'insertion professionnelle. Et ces deux types d'aides ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins des jeunes. Premièrement, ils ne permettent pas de compenser les impacts de la crise avec un jeune qui a perdu son emploi, sa source de revenus. Voilà, des aides ponctuelles, ça ne permet pas de répondre à l'ampleur du besoin. Ça ne permet pas non plus de venir en aide aux jeunes qui cumulent plusieurs problématiques, qui ont des difficultés familiales, des difficultés d'accès au logement, des difficultés d'accès à la santé, des difficultés d'accès à l'emploi. Pour ces jeunes-là, actuellement, on leur propose des aides qui sont conditionnées à un parcours d'insertion professionnelle, et ce n'est pas toujours idéal, parce que c'est des jeunes qui ont toute une palette de problématiques sur lesquelles ils doivent travailler, sur lesquelles ils doivent trouver des solutions. Et donc, finalement, c'est la question de quelle insertion proposons-nous aux jeunes de moins de 25 ans. Actuellement, c'est plutôt une insertion qui est basée sur l'emploi, sur l'insertion professionnelle. Ça pose la question de la place du logement d'abord pour ces jeunes-là, puisque le logement d'abord, c'est une logique qui est basée sur une insertion par le logement d'abord, avant de penser une insertion par l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de ces sujets, notamment la personne qui tout à l'heure suggérait de connaître en tout cas l'impact de la question des jeunes, l'impact de la crise sur les jeunes. Est-ce que vous voulez peut-être intervenir ou poser des questions sur ce sujet? Si on n'a aucune question ou commentaire, vous pouvez aussi prendre la parole pour témoigner si vous avez des éléments à préciser en tant qu'acteur de terrain
ces questions de l'impact économique sur les personnes vulnérables les plus précaires, pardon, mais aussi les jeunes ou les personnes privées de domicile personnel, n'hésitez pas à intervenir ou en tout cas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Sinon, on poursuit et je vais donner la parole à Véronique pour qu'elle puisse s'exprimer sur les aides apportées par la FAP. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est un peu frustrant de ne pas vous voir. Hein. C'est comme ça, il faut supporter cette période un peu difficile et s'adapter comme on peut. C'est pas nous les plus mal lotis, on vient de le voir. Je remercie du coup l'invitation qui a été faite par Un Toit pour tous et du coup la place que vous donnez à la Fondation en tant que grand témoin. Alors, je ne sais pas si on sera aussi grand témoin que les acteurs de terrain qui sont restés au fond. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on peut partager un certain nombre de choses au regard de ce qui a été dit, assez concrètement, assez factuellement par les acteurs de terrain dans ce webinaire, et puis aussi au titre d'une aide un peu exceptionnelle, effectivement, que la Fondation Abbé Pierre a octroyé dans les premières semaines du confinement. Parce que, bon, sans vous faire le topo sur ce qu'est la Fondation Abbé Pierre, que vous devez tous connaître, qui est à la fois un outil d'interpellation, un outil de production d'expertise et surtout un outil de soutien à l'action. Notre premier boulot, c'est pas forcément d'agir en direct, en tout cas pas toujours, mais de délivrer les dons dont on est bénéficiaire, soit directement aux mal logés, soit aux associations ou institutions qui acceptent de faire reculer le mal logement. Il y a un certain nombre d'actions. Ça, c'est notre périmètre. Notre périmètre, c'était le logement et pas l'urgence sociale. Mais là, il fallait bien que tout le monde y aille. Alors, on me dit qu'il y a un bruit parasite. Je ne sais pas si quelqu'un a laissé son micro ouvert. Moi, je m'entends bien, évidemment. Que faire? Est-ce que ça va mieux comme ça? Non, ça provient pas. Ça Je pense que Je pense que ça provient de ton micro. Vas-y. Oui, parce que là, ça va. Je pense que ça vient du micro, Véronique, parce que c'est quand tu parles que le bruit apparaît. Ah, c'est embêtant. Est-ce que si j'enlève mon casque, c'est mieux? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, donc ça va mieux, j'y vais comme ça. Oui, il y a encore le bruit quand même. Mais mince alors. Bon, bah, c'est embêtant. C'est embêtant, les problèmes techniques, on n'y échappe pas. Je réessaye avec le casque. Est-ce que là, ça va un peu mieux? Si je ne bouge pas trop? Non, vous entendez? Moi, le bruit est présent, mais je trouve que ça reste compréhensible ce que tu dis. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec Chloé. C'est vrai qu'il y a un bruit parasite, mais on arrive quand même à distinguer ton discours et ta parole. Bah, je suis désolée pour si je vais vous casser les oreilles. Bon, je vais essayer en tout cas d'être un peu audible. Ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'effectivement, un peu comme tout le monde, on a essayé de trouver de notre place comment aider les personnes sans domicile et puis les personnes les plus fragiles dans ce contexte. Et donc, la Fondation Abbé Pierre a fait appel à dons dans les premières semaines du confinement, ce qui a permis d'avoir 2 leviers qui sont redescendus sur les territoires. Les tickets services dont a parlé Nicolas nous a permis d'équiper les personnes en ticket service via la commande d'acteurs sur le terrain. C'est une action qui se poursuit aujourd'hui. Donc là, vous voyez une carte qui vous indique qu'on est à près de 15 000, enfin, on était à près de 15 000 chèques services délivrés au 15 septembre. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus aujourd'hui, sachant que la DIAL qui avait pris le relais de ces chèques services de la Fondation n'est pas retournée avec ce nouveau confinement. Donc pour l'Isère, je pense qu'on va doubler le nombre de tickets services à la fin de l'année. Et puis une deuxième action qui était une action vraiment levier auprès de nos partenaires qui étaient restés sur le terrain autour des 4 enjeux d'urgence sociale: la mise à l'abri, l'aide à la quittance, l'alimentation, l'hygiène, l'accès à l'eau, l'équipe d'hygiène et le renforcement de la vert. Là, peut-être, Anissa, c'est le suivant qui montre bien un petit peu le diagramme, un petit peu comment est-ce qu'on est intervenu sur les territoires, sur ces différents sujets. Et effectivement, vous avez la carte qu'Anissa a commencé à mettre pour vous indiquer un peu les périmètres où on a pu intervenir par le biais des acteurs présents et rester sur le terrain. Je ne serai pas trop longue, il ne s'agit pas de parler de l'action de la Fondation Abbé Pierre, mais c'est vrai que c'est des fois important de savoir que la Fondation elle ne produit pas que des rapports,
elle agit, et qu'au bout d'un moment, c'est aussi comme ça qu'on alimente l'expertise sur les sujets, c'est parce qu'on essaye des choses avec les acteurs qui fonctionnent moins bien, et qu'on peut, en s'ajustant en permanence et essayer de nouvelles choses, que aussi on s'attelle mieux à la réduction du mal logement. Peut-être ce que j'ai envie de partager avec vous, au regard aussi des choses qui ont été dites aujourd'hui et qui étaient assez intéressantes, ça serait peut-être de dire, mais je pense que tout le monde en a un peu conscience, alors ça c'est beaucoup, on me demande d'être grand témoin, alors j'essaie de prendre un peu de distance, vous excuserez si ça a l'air d'écraser, si c'est maladroit. On a beaucoup parlé de l'effet loupe de cette crise sanitaire, c'est-à-dire que franchement, je pense que tous les acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, auprès des personnes sans domicile, auprès des personnes qui sont hors radar, qui sont auprès des personnes migrantes, qui sont auprès des personnes qui sont parmi les plus précaires d'un point de vue économique, savent les difficultés au quotidien que ces personnes vivent. Simplement, la différence, c'est que jusqu'à présent, seuls ces acteurs-là, étaient assez conscients de ces difficultés-là, qui étaient quand même des difficultés ordinaires, existantes, et que là, c'est vrai que ça a mis quand même un petit coup de projecteur pour les institutions, de découvrir ou de redécouvrir qu'on avait des gens qui vivaient dans des bidonvilles, qui n'avaient pas accès à l'eau, des gens qui n'arrivaient pas à se nourrir correctement ou qui, le 15 du mois, n'avaient plus rien à mettre dans le frigo. La question aussi de l'isolement et du manque d'information et d'interlocuteurs dans cette période, parce que les premières semaines, nous, le standard à l'agence a explosé avec des gens qui ne sortaient pas de chez eux, qui avaient des sujets très concrets, pas d'attestation, est-ce que je peux sortir si je suis sans papier, qui peut m'aider pour une aide de détresse, mon CCAS est fermé, ma maison de la métropole également. Et puis, quand même un sujet qui est un peu récurrent, Antoine Portus l'a quand même bien souligné sur la question de l'hébergement et du logement, avec des moyens qui courent quand même un peu après la demande. Donc là, on a eu des places d'hébergement en plus, mais qui ne sont pas parvenus à rattraper l'ensemble des besoins. Et donc, globalement, les gens qui étaient sans domicile en masse le sont quand même plutôt restés, et les gens en squat et bidonville, ils ont été confinés en squat et en bidonville. Bien sûr qu'il y a eu une coordination qui a été quand même améliorée du point de vue institutionnel, mais on était quand même loin de répondre à l'ensemble des besoins. Et puis, je trouve quand même, nous, en tout cas, on a été très actifs de ce point de vue-là. Sur le sujet des ménages hors radar, on a octroyé beaucoup d'aides. Donc, je vous parlais des tickets services qui était un des premiers de la Fondation. Et puis, parallèlement à ça, on a soutenu 30 projets d'associations qui étaient soit des projets de maraude sur des petits sites où des gens vivaient en voiture ou des maraudes dans le rural avec l'idée, on achetait l'alimentation, les kits qui étaient délivrés aux personnes qui ne fréquentaient plus, comme l'a indiqué Nicolas au début de séance, ne fréquentaient plus l'accueil de jour, parce qu'en rural, des fois, c'est 45 minutes pour aller à l'accueil de jour. Donc, ça, en plus, pour se prendre une amende, ce n'était pas franchement très, très, très intéressant pour les personnes. Et puis, des actions très concrètes, Anissa l'a évoqué aussi, d'aide financière pour des ménages qui ne seraient pas dans les clous du FSL, qui n'y seront pas et qui n'y seront pas non plus demain, parce que la vie de personne, ce n'est pas que les cases administratives, c'est aussi ça que le confinement a quand même beaucoup révélé. C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler, qui sont dans des revenus informels, soit pour des raisons administratives, mais aussi pour des raisons du marché, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et donc, des gens qui ne pouvaient quand même pas toujours prétendre aux aides qui ont été prévues par les institutions, ou qui n'entraient jamais dans les cases du FSL avec la nécessité d'avoir créé déjà une dette ou d'avoir repris son loyer. Et donc, ces aides, on les a fait descendre très, très vite et ça a permis à des gens de se maintenir, quelle que soit leur situation administrative. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un premier aspect autour de l'effet loupe. Ce n'est pas forcément nouveau, mais il y a quelque chose qui s'aggrave et en tout cas, il y a une prise en compte un peu nouvelle de ces réalités-là que certaines associations voyaient déjà tous les jours. Il y a un autre aspect, évidemment, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces détails-là. Bien sûr que nous, on a été très, très alertés au niveau de l'agence, on en a parlé ce matin, là, à l'instant des pertes de revenus, l'augmentation du coût de la vie avec des ménages qui n'étaient pas préparés à faire face. Donc là, c'est ce que vous avez appelé comme nouveau public. C'est un peu difficile aujourd'hui de bien qualifier les choses, mais en tout cas, on avait effectivement des gens qui se tenaient juste au-dessus du niveau de la mer. Et puis, avec l'arrêt de la mission, l'arrêt des revenus informels, se sont retrouvés à devoir gratter dans leur maigre trésorerie, et donc qui faisaient appel à la Fondation ou à des acteurs sur le plan alimentaire, sur le plan financier,
Donc ça, c'est quand même un sujet qui est relativement inquiétant et qui montre bien qu'il y a quand même une zone très très grise autour des problématiques des personnes, des problématiques financières. Le système salaire égal ou allocation égale tous les mois, et donc c'est là-dessus que la politique du logement est quand même construite, ne fonctionne pas pour bon nombre de nos concitoyens. Et puis, bien évidemment, vous vous doutez que les problématiques de mal logement ont des impacts démultipliés sur le quotidien des personnes pendant cette période, avec, je ne fais pas le topo, mais les logements surpeuplés, les hébergements chez tiers, l'habitat indigne, les problèmes de voisinage aussi qui se sont beaucoup multipliés. Peut-être un petit indice, c'est intéressant, on a des territoires qui nous font remonter que le signalement de personnes en habitat indigne ou victimes de marchands de sommeil ont explosé en fin de confinement, ce qui montre aussi que la situation s'est beaucoup tendue sur ces habitats-là, avec la nécessité aussi pour les personnes d'arriver à en sortir, parce que ça aussi, on a une crise qui dure et des gens du coup qui vivent des conditions très difficiles, avec, à la différence de d'habitude, une vraie diminution des interlocuteurs et donc des gens qui étaient quand même très piégés dans leur logement vétuste, indigne, coincés avec des marchands de sommeil qui n'allaient pas faire de la prévention des expulsions et qui n'allaient pas évidemment appliquer la circulaire sur le maintien des personnes, vous voyez. Donc là aussi, nous, on a ajusté de manière très concrète, on a aidé des associations à faire tenir les gens, y compris dans les habitats qui ne sont pas des habitats qu'on défend, mais qui permettaient aux gens d'avoir quand même très concrètement et de conserver un toit sur la tête. Bien sûr, on a eu plein d'alertes d'hébergement chez des tiers qui craquent à cause de la peur du virus, ça aussi, ça a été évoqué. Beaucoup de personnes qui passaient d'un hébergement à un autre, mais qui ne pouvaient plus tout à fait naviguer dans la rue très facilement, qui avaient peur de se prendre une prime, qui n'avaient plus les moyens de prendre les transports, et donc aussi des gens qui se faisaient foutre dehors parce qu'il y avait la crainte du virus, tout simplement. On a eu des alertes quand même aussi spécifiques de personnes isolées en voiture qui ont découvert du jour au lendemain qu'il n'y avait plus personne sur le parking, la police ne venait même plus leur demander de bouger, et donc qui ont vécu quand même de manière très très crue l'arrêt de tout, l'isolement et la mise entre parenthèses aussi de leurs projets et des démarches en cours. C'est quand même de ça dont on parle. C'est aussi des gens, quand on n'a pas de logement ou qu'on est dans des logements qui ne le sont pas, on a des démarches qu'on attend. Ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème des institutions et d'efforts collectifs pour arriver à produire ce qu'il faudrait, qui n'est pas au rendez-vous, et de la politique du logement qui n'est pas portée à son niveau. Mais en attendant, les gens, ils étaient en attente de quelque chose et ça a, pour eux, remis beaucoup en question la possibilité de se projeter et donc de revenir à des questions très matérielles. Et puis juste pour terminer sur les alertes, nous, on a eu quand même des remontées très fortes sur le sujet des gens du voyage, qui semble avoir été un public particulièrement oublié. Évidemment, certains sont auto-entrepreneurs, mais on a eu beaucoup d'alertes sur le fait qu'ils ont renoncé à des aides. On a des territoires qui ont expulsé des terrains. C'est le cas dans le Puy-de-Dôme de personnes pendant le confinement, donc des alertes assez importantes. Et puis évidemment, un sujet très fort sur les inégalités. Tout le monde n'a pas vécu le même confinement, logé, mal logé, riche ou pauvre, mais aussi d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est quand même particulièrement inquiétant, la question des inégalités territoriales. Tout le monde n'était pas aussi bien équipé sur les possibilités de coordination d'acteurs. Peut-être aussi, là aussi, pour continuer à faire écho aux choses intéressantes, je trouve, qui ont été dites à la fois par le côté OHL, mais à la fois aussi les interlocuteurs de terrain, c'est peut-être de dire qu'aujourd'hui, on parle du premier confinement comme s'il n'y avait pas eu un déconfinement, donc peut-être une reprise d'air et puis un reconfinement. Nous, ce qu'on repère, c'est que quand même, le nouveau confinement, il ne se manifeste pas de la même manière pour les personnes. Le premier confinement était très, très tourné autour des difficultés et des questions matérielles qui ne sont pas toutes résolues. Hein. J'en ai bien conscience et vu le nombre de demandes d'aide qu'on a tous les jours, je le constate. Pour autant, on a des acteurs sociaux qui témoignent plutôt de personnes qui aujourd'hui sont un petit peu mieux équipées sur les aspects matériels, mais qui témoignent d'un confinement qui est devenu plus angoissant. Pour des personnes pressées de voir leur démarche habitat aboutir, alors ça, on peut bien le comprendre, hein, parce que quand on attend 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quand même un peu terrible. Mais du coup, l'incertitude qui est forte génère de l'insécurité dans le temps, parce qu'on a quand même une difficulté là, de perspective et de projection. Et donc, on a des accueils d'associations en logement ou des bailleurs sociaux qui témoignent d'une pression un peu nouvelle, un peu renouvelée sur les accueils, avec des gens qui veulent savoir où on est leur demande. Je ne sais pas s'il y a des bailleurs qui peuvent attester de ça, mais on a des territoires qui nous font remonter cette urgence renouvelée pour les personnes, encore une fois, qui est tout à fait légitime,
mais qui se fait avec un peu d'émotion sur les accueils, soit associatifs, soit des bailleurs sociaux. Et puis quand même, pour être un peu positif sur tout ça, c'est un vrai merdier, il faut bien l'avouer. Il y a à la fois effectivement un effet de loupe avec des gens qui sont dans la panade et qui le restent un peu, d'autres qui le sont un peu moins, parce que des acteurs de terrain leur viennent en aide, des acteurs de second niveau comme nous ont pu venir en aide, et on n'a pas du tout été les seuls, parce qu'on a quand même des services de l'État et des métropoles qui ont pu prendre le relais, voire des CCAS. Après, ce que nous, on trouve intéressant à l'agence, c'est de dire quand même qu'il y a eu le développement de pratiques ou de capacités d'ajustement dans la relation d'aide aux personnes qui sont quand même nouvelles et qui sont intéressantes, parce que peut-être on vit des choses un peu difficiles, mais il y a aussi des enseignements un peu positifs donc, sur lesquels on peut s'appuyer si demain on veut repenser la coordination, la question de la vie sociale et de l'accès au logement des plus fragiles. Notamment, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les acteurs nous ont fait remonter qu'ils ont été obligés, les acteurs associatifs, de recomposer avec la diversité des besoins. C'est particulièrement le cas des CHU, mais pas que. La pièce de jour en témoigne, tu parlais point d'eau, Nicolas. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils avaient des problèmes pour payer leur loyer quand ils en avaient un, pour accéder à un hébergement, pour manger, pour avoir des fringues quand on est sans domicile, pour accéder aux douches. Tout ça, il fallait l'organiser puisque l'ensemble des acteurs n'étaient plus là pour le faire, ou finalement, il y a des territoires où il n'y avait pas du tout ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un sujet nouveau qui revenait. Et donc, on a vu, nous, et on a pu soutenir des dynamiques de maraude et d'allées vertes, à la fois rurale dans l'Ardèche, mais aussi à Villeurbanne, qui a permis à un moment donné de coordonner et de revenir sur une entrée un peu d'unité des besoins. Parce qu'aujourd'hui, la politique du logement, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que pour aller manger, il faut aller là, pour aller chercher les fringues, il faut aller là, pour pouvoir poser son sac, il faut aussi aller là, pour accéder au logement, il faut passer par les 44 silos, éventuellement peut-être on arrivera quelque part, et que nécessairement les acteurs sociaux ils se sont retrouvés avec des gens qui avaient besoin d'un peu tout, d'une attestation, d'un hébergement, d'une douche, bon là je prends l'exemple des sans-domicile, mais des gens qui avaient aussi besoin d'une aide financière, de faire manger leurs gamins. Et du coup, les acteurs sociaux ont été obligés de recomposer dans l'ici et maintenant la question de la globalité de l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est un sujet essentiel. C'est aussi un sujet essentiel aujourd'hui dans une dynamique qui va vers le logement d'abord, parce qu'on a perdu cette capacité de lire avec les gens l'ensemble de leurs besoins pour éviter de les faire courir dans tous les sens et de les rendre fous. Et puis, il y a peut-être un autre point. Alors, Richard Dio, donc de Point d'eau n'est pas là pour en parler, mais c'est notamment lui qui a fait remonter ça. Je parle de l'Isère en particulier, parce que c'est l'Isère en particulier qui a fait remonter ça. Point d'eau et puis Femmes SDF qui nous ont sollicité. Alors, Femmes SDF est restée fermée un temps, mais nous a sollicité sur la réouverture en extérieur de ces permanences. Et tous les deux, en tant que directeurs, ont attesté du rôle clé finalement des accueillis, soit dans le maintien de l'ouverture des services, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes sans droit, entre deux mondes administratifs ou sans domicile, ont donné un coup de main parce que les bénévoles âgés ne pouvaient pas tenir les accueils. Et comme le dit Nicolas, les accueils ils étaient pleins dans les accueils de jour. Et côté Femmes SDF, il y a aussi une remontée que, à un moment donné, les dames qui étaient accueillies ont donné un coup de main pour faire des repas, pour en accueillir d'autres. Ça paraît dérisoire de parler de ça, mais c'est quand même extrêmement important à une époque où on parle de participation à tout bout de champ et où on en oublie quelquefois simplement de pouvoir se souvenir que les gens, en fait, ils sont capables de donner un coup de main et que ça serait bien qu'on puisse collectivement aussi reconnaître cet aspect-là, des capacités à faire des personnes. Je vois Nicolas que tu hoches la tête, tu auras certainement quelque chose à en dire. Voilà, en tout cas, nous, je voulais raisonner avec vous, avec ce que vous avez dit, comment nous aussi, du côté de ces aides dont on vous a parlé, mais aussi des sollicitations des ménages sur le site internet via l'accueil téléphonique, on a pu recevoir un peu des échos de ce confinement pour les mal logés. Peut-être avant de clore mon propos sur peut-être les perspectives plus nationales, je trouvais important peut-être de partager avec vous quelques points de ce que nous ont remonté des ménages qui ont vécu le confinement dans des situations très diverses, hébergés en CHU et en logement surpeuplé, avec des impayés, sans domicile, en squat. On leur a posé la question toute simple. On est passé par les associations qu'on a soutenues via ce fonds d'urgence en leur disant qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Parce qu'on parle toujours des difficultés des personnes, parce qu'elles sont réelles. C'est vrai qu'ils sont quand même emmerdés toute la journée, mais ils sont aussi capables de mobiliser des ressources. Encore une fois,
c'est important pour la Fondation Abbé Pierre aussi de se faire le porte-voix avec les acteurs qui bossent ce sujet-là, de la question des ressources des gens, parce qu'on n'est pas que pauvre. On peut traîner des casseroles, mais on a aussi des choses qu'on sait faire, qu'on sait gérer. Et donc, on leur a posé un peu la question de ce qui les avait fait tenir. Et vous verrez que, je vais vous faire un peu une liste. Désolée, mais c'est pour un peu respecter ce que les gens nous ont dit. Vous verrez que les institutions ne sont pas très présentes, donc ça, c'est quand même un indicateur. Bon, alors c'est à travers le prisme d'une trentaine d'associations, mais quand même, c'est quand même un indicateur qui fait aussi écho à ce qui a été dit. Alors évidemment, le premier élément qui a fait tenir les gens, c'est la bouffe, la mise en place d'une distribution alimentaire. Ça a été dit assez justement juste avant, mais ça, c'est le premier point qui ressort systématiquement. Le deuxième, c'est la question des lieux restés ouverts ou qui sont restés en lien pour qui permettaient au sans-domicile, ou les gens un peu paumés dans ce machin, d'obtenir un service, d'échanger, pouvoir avoir un café même dehors, de comprendre l'évolution de la situation et ce que ça allait représenter pour elles. On nous a fait remonter la question des tickets services de la Fondation, puis de la DIAL, qui a été une aide visiblement importante parce qu'elle est arrivée très tôt pour la FAP, et puis la DIAL derrière a un peu arrosé, donc ça a permis quand même de bien compléter. Le sujet de la solidarité familiale est intervenu dans beaucoup de retours, amicales ou quelquefois d'immeubles, avec des gens qui témoignaient que le voisin leur faisait à manger, déposait la nourriture devant leur porte. La poursuite d'un lien téléphonique quotidien ou hebdomadaire qui était, je vous le rassure, vous en doutez, essentiellement assuré par des associations, parce que beaucoup plus rarement par des CCS, des travailleurs sociaux ou des bailleurs. En tout cas, les personnes ont vraiment attesté de comment ça les a aidés à tenir, d'avoir un lien téléphonique hebdomadaire. Alors, quelquefois, dans l'accompagnement, ça ne se justifie pas, c'est beaucoup plus formel. Et donc, ce lien à distance, ça a quand même permis aux gens de tenir et leur a permis aussi de savoir où ils en étaient, de se projeter, de faire avancer un certain nombre de choses. Autre point qui a aidé les personnes, c'est de voir que de lire la reconnaissance par des structures hébergeantes de leur capacité à faire des choses, même en période de difficulté. Alors ça, c'est une grande victoire. Mais voilà, on a des structures d'hébergement, en particulier sur Lyon, mais aussi en Ardèche, qui ont attesté à avoir redécouvert les capacités des personnes à tenir, à être tellement dans des logiques de survie que finalement, ils y arrivaient presque mieux que nous à supporter l'attente et un certain nombre de choses. Et puis, tout simplement, des choses qui les rapprochent aussi du commun des mortels. Il y a des personnes qui ont… ce qui les a fait tenir, c'est de passer du temps avec leurs proches, leurs enfants, parce qu'on a aussi des gens qui courent de boulot, de petits boulots, et qui ne passent pas trop leur temps avec leur famille. Et le fait que, quand même, au départ, tout le monde était un peu logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'au final, nous, on a eu beaucoup ce retour de la part de personnes dans les quartiers populaires. C'est que le fait que cette règle, elle s'impose à tout le monde, faisait que eux, comme nous, aujourd'hui, ils vivaient, finalement, il y avait une forme de restauration un peu de l'équité, parce que tout le monde était logé à la même enseigne. Bon, rapidement, dans les quartiers, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient quand même toujours pas logés à la même enseigne, mais en tout cas, ça a fabriqué aussi des choses autour des questions sociétales, avec une prise en compte et une perception par les personnes que je trouvais intéressante à partager avec vous. Voilà, je ne vais peut-être pas être plus longue là-dessus, vous poserez des questions si éventuellement vous voyez des choses qui font écho ou qui vont peut-être laisser un peu dans la pénombre. Je vais peut-être simplement clore en disant que là, je vous ai parlé de l'entrée, de comment on a perçu ça du point de vue de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre. Aujourd'hui, on a la Fondation Abbé Pierre est en train de préparer son prochain rapport Mal-Logement sur le confinement et la perception par les acteurs, mais aussi par les personnes, qu'est-ce que ça a fabriqué, un peu comme ce que vous êtes en train de travailler là, un peu pour tous. Et peut-être que je peux partager avec vous trois aspects qui sont un peu, là aussi, des réalités que la crise du Covid a fait vraiment ressortir et qui, du point de vue de la FAP, sont des vrais enjeux de bataille. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas trop développer parce que je pense que vous allez savoir de quoi je vous parle, mais c'est la question de la limite des politiques publiques en faveur du logement défavorisé. Je pense qu'on est bon nombre sur le terrain à avoir mesuré les trous dans les mailles du filet, mais là aujourd'hui, il y a quelque chose de quand même très très fort de ce point de vue-là. Reste la question des ménages hors radar, qui n'est pas encore très très bien appréhendée. Nicolas, tu parlais des nouveaux publics. On a aussi tout un pan de personnes qui sont aujourd'hui entre deux mondes administratifs et maintenues là-dedans. Donc on a quand même derrière ces nouveaux publics plein de situations, des modestes, des gens, des auto-entrepreneurs comme tu le disais, puis aussi des gens qui errent administrativement et qui bricolaient, et puis là ils étaient quand même bien dans la panade.
Un deuxième fait un peu remarquable pour la FAP, c'est le côté coup d'arrêt de la dynamique de construction qui est quand même, qui était enclenchée depuis 4 ou 5 ans. Et ça, c'est quand même franchement un peu compliqué parce que nous, ce qu'on observe depuis 2 ans, c'est aussi une tension partout, pas y compris dans les endroits où il y a un parc privé hyper cher. On a une baisse des attributions qui s'observe depuis 2 ans sur pas mal de territoires, ce qui était déjà un signe inquiétant. Mais le fait qu'on va avoir une baisse des livraisons de logements sociaux, ça va faire que empirer l'attente, d'où l'idée tout à l'heure de vous dire de partager avec vous que ce nouveau confinement, il est très difficile à vivre pour des gens qui ont fait des démarches et qui attendent. Et on sent qu'il va y avoir quand même un point de frottement très fort sur lesquels il va falloir rien lâcher. Et puis le dernier point que je peux partager à ce stade du travail qui est fait au niveau national sur le confinement, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'ouverture vers d'autres possibles qui doivent nous aider, mais pas compris, à questionner nos modes d'intervention et les fonctionnements des dispositifs qui étaient évoqués jusqu'à l'heure. On a quand même été témoins, nous, Fondation, c'est qu'une petite lunette, d'initiatives locales, dont on avait aussi parlé pour l'Isère, qui ont démontré leur pertinence en mobilisant des moyens, des méthodes, des partenariats un peu nouveaux, en allant aussi sur des sujets qui n'étaient pas les sujets classiques des acteurs de l'hébergement ou de la veille sociale, donc l'alimentaire par exemple, et parfois en portant une attention particulière aux conditions de vie et de logement des publics généralement peu pris en compte. Les jeunes en errance, la question des sans-domicile, des migrants, des gens du voyage, des occupants de bidonvilles, des personnes âgées isolées, mais aussi en faisant d'une certaine manière une forme de démonstration de leur réactivité dans l'urgence. Nous, par exemple, on a soutenu plusieurs CCAS qui ont été en capacité de sortir de leur ligne habituelle sur les isolés et qui sont allés aider des familles qui n'arrivaient pas à bouffer. Donc, on est venu équiper certains CCAS, notamment le CCAS de Fontaine en Isère, et puis le CCAS de Villeurbanne qui là a carrément sorti l'artillerie lourde et qui a mis en place une maraude pendant le confinement qui dure aujourd'hui encore, qui visait à compléter l'action locale, où la Croix-Rouge intervenait sur les gros squats bidonvilles et où, sur Villeurbanne, la ville, avec le financement de la Fondation, a pu faire de l'achat et de la distrib sur des petits sites, dont des bagnoles, des caravanes, des petites tentes, des petits campements. Et bon, voilà, avec un CCS qui aujourd'hui s'est questionné sur son rôle d'acteur de proximité dans la veille sociale. Donc, c'est en ça qu'effectivement, il y a des difficultés qui laissent penser qu'on est quand même loin d'avoir mesuré concrètement comment les ménages risquent d'être dans les prochains mois, encore aujourd'hui et demain, encore une grosse difficulté. Mais on a aussi, de cette période-là, à capitaliser des choses qui ont pu fonctionner et qui ont pu apporter aux personnes des réponses très concrètes, parce qu'on ne sait plus trop faire les réponses concrètes dans le système aujourd'hui ordinaire de l'accès au logement. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu, je pense, pour la Fondation Abbé Pierre, et je terminerai là-dessus, de se dire comment des initiatives prises au local, dans des échelles quelquefois très micro, doivent permettre de pouvoir revisiter l'ensemble et le modèle des politiques publiques qui est aujourd'hui un modèle, encore une fois, je ne vous l'apprendrai pas, très descendant, mais donc on peut dire aujourd'hui qu'il a une vision quand même très datée sur la lecture des publics en précarité, des publics sans domicile, des publics, des ressources des personnes, avec une non prise en compte des revenus informels. Enfin, ils ont découvert que les gens se débrouillaient, quoi. Et en même temps, qui est une vision qui est complètement à côté de la plaque des besoins, avec par ailleurs des logements trop chers et des encadrements des loyers qui ne suffisent pas à faire baisser les prix, des logements sociaux qui sont un peu à la peine, un peu ségrégés, un système de logement qui est trop administré, qui font que les personnes, et notamment les jeunes, ils décrochent, quoi. Ils n'ont plus envie de passer par l'association pour accéder à un logement alors qu'ils ont déjà fait une demande de logement social. Voilà, peut-être je ne serai pas plus longue. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous entendre les uns les autres. Et bon, à plus dans le cadre du débat, n'hésitez pas. Merci Véronique. J'espère que le son, c'était pas terrible, pas trop terrible pour vous. On s'est habitué au fur et à mesure. En tout cas, merci pour cet exposé qui était complet. Est-ce que, Nicolas, j'ai vu que tu voulais peut-être réagir sur certains éléments qui ont été évoqués par Véronique. Moi, je souligne aussi, Véronique, ce que tu as dit à la fin, les initiatives en Isère. On a eu aussi de notre côté des maraudes qui ont été mises en œuvre, par exemple, par Grenoble Métropole. Oui, je sais bien. Il s'est investi sur le terrain.
et qui a mobilisé ses équipes pour justement répondre aux besoins des plus vulnérables et des personnes qui étaient privées de domicile personnel. Et elle a aussi articulé les différentes maraudes qui pouvaient exister. Donc, il y a eu vraiment une dynamique intéressante de ce côté-là, en Isère. Il y a aussi, mais je vais laisser la parole à Chloé pour qu'elle précise, la naissance de l'équipe mobile sanitaire qui n'était pas présente en Isère. Alors, je sais qu'elle existe à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes sur d'autres départements, notamment à Lyon, mais en tout cas, en Isère, elle n'existait pas encore et c'est pour nous, en tout cas, une avancée notoire Oui, c'est clair. de rapprocher le sanitaire du social dans cette crise qui était très difficile pour les personnes les plus vulnérables. Je te laisse préciser, Chloé. Quelques mots du coup sur l'équipe mobile d'appui sanitaire qui en Isère est née grâce à la force de proposition des associations d'accès à la santé, mais aussi des associations du social comme des accueils de jour qui ont constaté qu'il y avait une problématique ancienne déjà de lien entre le domaine de la santé et le domaine du social et notamment de l'hébergement. Donc, il y a une équipe mobile qui était composée de professionnels de santé qui s'est créée progressivement pendant le premier confinement et qui est intervenue dans de nombreux hébergements d'urgence pour aider les personnes qui étaient hébergées à mettre en place un protocole sanitaire. Ce qui est intéressant avec cette équipe, d'une part, c'est qu'elle a permis de mettre autour de la table l'ARS et la DDCS et de remettre un peu de sanitaire dans le social. Ce qui était intéressant également, c'est que l'équipe mobile d'appui sanitaire, composée de professionnels de santé, donc, a pu porter un regard sanitaire sur des problématiques qu'on connaissait déjà et qui étaient jusqu'alors portées par des acteurs du social qui n'avaient pas toujours l'écho qu'elles méritaient. En l'occurrence, la problématique du nombre insuffisant de travailleurs sociaux sur des structures d'hébergement. Dans le travail, dans les missions de l'équipe mobile sanitaire, ça a créé des obstacles dans la mise en place d'un protocole puisqu'il n'y avait pas ou pas assez de relais sur les sites d'hébergement pour poursuivre le travail initié par ces professionnels de santé. La deuxième problématique, c'est les conditions matérielles sur certains sites d'hébergement avec un nombre de sanitaires insuffisant parfois, l'absence de produits de désinfection et beaucoup d'espaces communs qui sont propices à la circulation du virus. Là encore, des constats qui étaient portés depuis plusieurs années par des acteurs du social. Merci Chloé. Alors il nous reste quelques minutes pour conclure. Est-ce que Nicolas, tu voulais intervenir ou pas? Oui, mais juste rapidement, en fait, les propos de Véronique me permettent de rebondir un petit peu sur la participation parce que c'est quand même ma cam à la base. Hein. Du coup, c'est vrai que ça a été un regain de participation, de réciprocité parmi les publics accompagnés et accueillis. Donc, à savoir qu'à l'heure actuelle, les structures d'accueil n'auraient pas pu fonctionner sans les bénévoles et sans les accueillis qui mettaient du leur aussi. Donc, on a eu beaucoup de personnes accueillies, que ce soit des migrants, des jeunes avec chiens. Enfin, on a eu un petit peu de toutes sortes de publics accueillis qui est venu nous filer la patte pour nous permettre de continuer à rester présents sur le terrain et pour nous permettre de continuer à fonctionner. Du coup, là, je trouve que c'est un bel élan de solidarité qui a été fait aussi par les accueillis eux-mêmes, au-delà de l'effort citoyen. Il y a aussi les publics concernés qui se sont mobilisés pour que ça continue à fonctionner. Ça n'aurait jamais fonctionné sans eux. Très bien. Je vous remercie. On arrive à la fin. Alors, j'ai une petite question pour toi, Véronique. Comment saisir la Fondation Abbé Pierre pour une famille, femme seule avec enfant qui ne trouve pas les aides utiles? Donc, comment on peut peut-être saisir directement la Fondation Abbé Pierre, si tu peux préciser? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, la Fondation ne cherche pas à devenir un guichet parce que les gens en souffrent déjà beaucoup. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment donner un socle de moyens aux associations partenaires. Donc, soit la personne est déjà en lien avec une association qui lui permet que l'association nous remonte les choses, soit on a un système d'aide de détresse pour aider les personnes, et ça c'est indépendant, ça existe à l'agence régionale, qui permet d'aider les gens qui ont des problématiques de loyer. Du coup, il faut appeler l'agence, tout simplement.
Très bien. Est-ce que vous voulez préciser certaines choses, Marie, Nicolas ou Chloé? Sinon, Chloé, on ne t'entend pas. Voilà, moi je veux juste dire qu'on a parlé du premier confinement, de l'hébergement, voilà, qu'aujourd'hui il y a un deuxième confinement, il y a des associations qui continuent à ne pas fonctionner et qu'il fait froid. Et que sur Grenoble actuellement, nous on a énormément de mal à soigner des gens parce qu'ils n'ont pas de lieu où se poser en journée, tout simplement. Et c'est une vraie problématique de santé là actuellement. Il n'y a pas de lieu où se poser la journée. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je note parce que dans le soin, et puis dans la vie de tous les jours, enfin, c'est important de pouvoir se poser. Et l'été dernier, ça n'a pas du tout posé le problème. Enfin, le printemps et tout, parce qu'il faisait beau. Là, il fait froid. Donc, il y a les lieux d'accueil. Donc, ils ne sont pas tous hébergés, bien entendu, mais il y a des places d'hébergement. Mais la journée, voilà. Parce que la gare, ce n'est pas la peine d'y penser. Enfin, voilà. Voilà. Et c'est une vraie problématique actuelle. Effectivement, hein, Marie, tu fais bien de le souligner, c'est une problématique majeure donc, qui a été aussi évoquée par Richard Dio, le directeur de Point 2 dans l'accueil de jour, qui effectivement, dans cette période hivernale, ça va être très compliqué, notamment en plus les places qui sont ouvertes ne permettent pas cet accueil en journée puisque les personnes doivent sortir durant la journée et donc avec cette période de confinement, c'est très, très compliqué. Et en tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'accueil pour ces personnes qui est prévu. Peut-être, Nicolas, tu peux préciser sur cette question. C'est vrai que la plupart des accueils se font en extérieur, même dans les tiers-lieux. Hein. Donc, ça veut dire que même les lieux qui ne sont pas attribués directement à une institution se font en extérieur. Et du coup, pour le moment, ça ne se ressent pas beaucoup. Les gens ne le relèvent pas beaucoup parce qu'il ne fait pas encore très froid. Mais ça va arriver dans très très peu de temps. Je le sens arriver, moi, je le sens poindre tout doucement ce besoin de se poser en intérieur. Du coup, là, il y a des structures d'accueil qui commencent à se poser la question de laisser une partie de leurs locaux pour que les personnes puissent se poser, ne serait-ce qu'une petite heure, au chaud. Mais ça va être vraiment du ponctuel et vraiment pour pas beaucoup de public. Du coup, qu'on se dise que ça va être 20 personnes qui vont pouvoir se mettre au chaud pendant une heure rapidement la journée, ça va pas être beaucoup plus. Donc oui, ça va arriver dans peu de temps. Je pense que ça va arriver. Très bien. Eh bien, je vais conclure. Je vais remercier dans un premier temps tous les intervenants de ce webinaire, toutes les personnes qui ont participé et qui ont posé des questions et qui ont aussi sollicité ou qui ont émis des commentaires via le chat. Donc, comme l'ont signé les intervenants, hein, la crise sanitaire de la Covid-19 s'annonce surtout être une crise sociale et économique. Elle rend encore plus complexes les situations qu'il était déjà auparavant. Elle est venue révéler ces difficultés et a fait basculer de nombreuses personnes dans la précarité, avec les nouveaux publics dont parlait notamment Nicolas. Face à ces constats, malheureusement, seulement 1% des crédits du plan de relance ont été affectés aux politiques de soutien des plus précaires, alors que la crise sanitaire, et comme l'a dit Chloé, est venue révéler l'importance de consolider le filet de sécurité et le modèle social qui assure à toutes et à toutes des conditions de vie dignes. Donc, face à ces difficultés et aux différents points aussi qui ont été évoqués de manière assez complète par Véronique, notamment les limites des politiques publiques pour répondre à ces besoins et aussi le coup d'arrêt de la dynamique de la construction. Je vous encourage à aller voir les autres webinaires de la semaine qui vont aborder ces questions. Donc, je vous invite à aller consulter le programme qui est en ligne sur Un Toit pour tous et qui notamment revient sur ces questions, sur ces limites des politiques publiques et aussi du coup d'arrêt avec la fragilisation des bailleurs HLM. Donc, demain, on aura à 10h le webinaire sur la nouvelle donne du logement social.
Et concernant la question des politiques publiques et de ses limites, je vous invite à participer à la clôture qui aura lieu vendredi à 14h, vendredi 11 décembre à 14h, et qui reviendra sur ces enjeux. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup et j'espère à vous revoir dans la semaine. Merci.